Je suis ici pour vous présenter cette conférence de M. Charbonneau et d'autres personnes qui viendront vous dire un bon mot. Aujourd'hui, il y a environ 3 ans, je suis à peu près à ce moment-ci de l'année, j'étais un tout jeune conseiller sur l'exécutif de Rosemont à l'époque. Et je suis allé très candidement voir ma présidente Mireille Arvizet chez elle, alors qu'elle était en congé de tout cela, pour lui demander ce qu'elle pensait de notre mode de scrutin actuel. La politesse m'empêche de répéter ses paroles exactes, mais disons qu'elle disait que c'était perfectible, pour dire ce que... Ça a été le début d'une démarche de notre exécutif de Rosemont, qui fut bientôt la démarche de Montréal-Centre, pour présenter un projet afin que le PQ revienne dans ce que je crois, ce que je croyais à l'époque et que je crois toujours être le droit chemin, c'est-à-dire que chaque vote compte, peu importe pour qui l'on vote et peu importe où on se trouve au Québec. Il repose sur la croyance que nos institutions démocratiques vont refléter la volonté de notre monde. Puis il repose sur la confiance que si quelqu'un m'accorde leur vote, eh bien c'est parce qu'ils ont confiance que ce vote les rapproche de la société qu'ils veulent voir apparaître. Cette confiance-là, je la vois malheureusement un peu écorchée sur le terrain. Bien sûr, il y a du monde qui souhaiterait mettre à terre le système capitaliste en entier. Là, je ne vous parle pas de ces gens-là. Je ne vous parle pas non plus de ceux qui éprouvent un grand sentiment négatif à l'égard de la corruption ou ceux qui disent que les politiciens, c'est du pareil au même et que ça ne change pas. Je vous parle plutôt de ceux qui, ces gens-là qui ont perdu la croyance en laquelle leur vote compte. Je vous parle de ces gens-là qui vivent dans des comtés qui sont peinturés d'une couleur puis qui se disent « ça ne sert à rien que j'aille voter ». Avec la réforme du mode de scrutin, ben, on parle d'un nouveau système qui va donner une meilleure représentation du vote populaire en votant à la fois pour le député local et le Parti national. C'est clair que ça implique un redécoupage de la carte électorale, des listes divisées par région pour donner une meilleure représentativité à l'Assemblée nationale, à la fois des femmes, de la diversité des partis politiques et des régions. Et donc, ce qui me motive beaucoup, c'est qu'il me semble qu'on est à l'aube d'un renouvellement de notre culture politique. De la manière que les partis travaillent ensemble pour le bien de notre société, il y a une volonté pour qu'on fasse avancer les dossiers au-delà de la partisanerie. Et on le voit par l'engagement commun de l'ensemble des partis d'opposition le mois dernier à réformer le mode de scrutin dans un prochain mandat. On se rappelle que M. Charbonneau a été le ministre de la réforme des institutions démocratiques, je le dis bien, c'est ça exactement ça, et bien entendu, probablement le président le plus mythique de l'Assemblée nationale, enfin, de mémoire. Il est maintenant le représentant, celui qui va porter la voix et qui est le vice-président du mouvement Démocratie Nouvelle, à qui nous devons énormément pour ce qui est de ce développement-là et surtout pour l'entente tripartite qu'on a déjà mentionné quelques fois ici. Ça a duré jusqu'à ce que les Écossais nous fassent la démonstration qu'on pouvait prendre le pouvoir, même avec une majorité absolue, avec un mode de scrutin proportionnel, comme celui qui est proposé maintenant par le PQ puis par les autres partis d'opposition, et qu'on pouvait aussi construire des alliances avec ça. Et ce que les indépendantistes du PQ n'avaient pas compris, jusqu'à ce que les Écossais leur fassent la démonstration, c'est que c'est bien beau de gagner, de prendre le pouvoir avec le mode de scrutin actuel, puis de pouvoir déclencher un référendum, mais la vraie affaire, c'est pas le gagner. Puis comment on le gagne? En créant dans la société des ponts.
C'est ce que finalement M. Parizeau a accepté de faire sous l'influence de Jean-François, sous la mienne qui avait influencé l'Élysée, parce qu'il y avait toute une étude qui avait été faite sur les motivations, les résistances des Québécois face à l'indépendance après le référendum de 1980. Et moi, j'étais convaincu, et d'autres aussi, qu'il fallait faire des alliances, faire des coalitions, faire en sorte que finalement, le projet du pays ne soit pas juste le projet d'un parti, mais le projet de majorité de gens, d'un grand nombre de forces politiques et de forces socio-économiques et culturelles dans notre société. En 1944, c'était Godbout qui s'était fait avoir lui aussi. Les libéraux se sont fait avoir au moins 3 fois. Là. Alors, donc, le mouvement a été créé là. Il y a eu une espèce d'appui citoyen significatif qui s'est construit au fil du temps avec des vagues de personnalités publiques, y compris à l'époque, en 99-2000. J'étais président de l'Assemblée à ce moment-là, Claude Charon, Claude Ryan, Jean Allaire, des gens qui, finalement de différents horizons qui disaient à la société « ça serait le temps de changer de mode de scrutin ». Jean Charest et son ministre Benoît Pelletier ont envoyé la balle au directeur général des élections. Alors, Marcel Blanchette, qui incidemment est devenu membre du conseil d'administration du mouvement Démocratie Nouvelle avec moi, depuis le mois de janvier, avec Françoise David, avec Christiane Pelchat du Parti libéral, avec Hélène Dano, une autre ex du Club des ex, on est 2 ex-ex, et d'autres, mais juste pour montrer qu'on est allé chercher des gens qui, des différentes tendances politiques pour se retrouver comme porte-parole du mouvement Démocratie Nouvelle dans cette année cruciale électorale. Les partis se sont entendus d'abord sur le mode de scrutin qui devrait refléter le plus possible le vote populaire exprimé par l'ensemble de l'électorat. Deuxièmement, assurer un lien significatif entre les électeurs et les électrices et les élus. C'est-à-dire qu'il y a un attachement à cause de la longévité de l'utilisation du mode de scrutin actuel qui fait qu'il y a un lien entre les élus et une circonscription, donc un territoire. L'idée, c'est qu'on ne va pas se retrouver avec un mode de scrutin proportionnel pur où tu aurais des listes nationales uniquement, puis qu'il n'y aurait pas d'ancrage territorial, local ou régional de la part des députés. Puis tu poses la question, on fait-tu une réforme? Ben, t'aurais dû y penser avant l'élection. Avant de faire un engagement électoral, tu te fais une idée, puis après ça, tu fais l'engagement électoral, puis tu respectes ta parole. C'est pas ça que Trudeau a fait. Alors, donc, au Québec, on ne recommencera pas à zéro. Les partis se sont entendus. S'ils ont une majorité parlementaire le soir du 1er octobre prochain, là, on enclenche. On n'aura pas un avant-projet de loi. On va avoir un projet de loi, pas sur savoir si on réforme ou pas. Sur le pacte et l'entente qui a été signé, donc un mode de scrutin proportionnel mixte, compensatoire, régional. Ironiquement, il se retrouve aujourd'hui face à tous les partis d'opposition à l'Assemblée nationale, tous les Verts, qui leur mettent dans la face leur avant-projet de loi. Parce que c'est exactement ce qui arrive. C'est-à-dire que les partis ont pris, dans le fond, l'avant-projet de loi libéral, on dit, il était bon, c'est celui-là qu'on signe en bas. Et c'est celui-là qu'on va mettre en place. Et eux, ils ont décidé de retraiter. C'est plus dans leur agenda. Là, ils trouvent toutes sortes de défauts à leur propre proposition, puis toutes sortes de vertus au statu quo. Ça ne veut pas dire que pour le PQ, ça va être, comment je pourrais dire, le paradis sur terre, mais ça va être un Parlement qui va représenter le vote populaire, ce qui est déjà une bonne chose. La deuxième chose, c'est de créer une culture de coalition.
Et ce qui pourrait arriver, c'est ce qui est arrivé en Écosse. Le National Scottish Party, la première fois qu'ils ont expérimenté le mode de scrutin, le nouveau mode, et incidemment, c'était Tony Blair qui a pris le modèle allemand puis qui a dit on va faire ça, puis qui l'a imposé d'une certaine façon aux Écossais en se disant les indépendantistes avec ça, ils prendront jamais le pouvoir. Mais les indépendantistes, la première fois, ils n'étaient pas majoritaires du National Scottish Party, mais ils ont fait une coalition avec je ne sais plus qui, puis finalement, ils ont préparé le livre blanc sur le référendum qu'ils voulaient faire. À la surprise générale, ils ont eu plus que 50% du vote. Donc, ils se sont trouvés majoritaires grâce à un système de type proportionnel. Ça donne une sacrée légitimité, ça, pour déclencher un référendum. Et ils ont fait, eux aussi, la démonstration. Qu'on pouvait donc être indépendantiste et pas craindre d'avoir un mode de scrutin différent, celui-là. Mais en même temps, ça fait aussi la démonstration que c'est pas parce que tu votes pour un parti que tu es nécessairement prêt à avoir l'audace et le courage de voter pour un pays. Hein? Mais les principes, c'est est-ce qu'on veut un Parlement représentatif de l'opinion des citoyens? Vraiment. Et est-ce qu'on veut des gouvernements qui sont la représentation de la majorité de la population? Parce que, en démocratie, la règle de majorité est fondamentale. Elle n'est pas obligatoire dans le sens... Mais, tu sais, je me rappellerai, mais on pourrait faire la conclusion comme ça. Un de mes prédécesseurs, comme président de l'Assemblée nationale, à l'époque, ça ne s'appelait pas encore l'Assemblée nationale, c'est un illustre personnage et on m'a donné un prix il y a quelques années qui porte son nom, c'est Louis-Joseph Papineau. Ouais. Et Louis-Joseph Papineau, dans son testament politique en 1887, je pense, à l'Institut canadien à Montréal, disait « Il n'y a de gouvernement légitime que ceux qui reposent, ceux qui reposent sur une majorité. » C'est dans les mois qui vont venir qu'il va falloir en parler et qu'il va falloir À bientôt.